Je suis Jean-Luc Quémard, je suis animateur de randonnée et à ce titre, j'explique les circuits commentés dans le secteur du champ de bataille de Verdun, des éparges de la Calonne et du saillant de Saint-Miel. Beaucoup de groupes font appel à moi pour découvrir ou redécouvrir ces champs de bataille commentés. Bienvenue au Bois des Corps où s'est déroulé, voici un siècle, une bataille qui durera 10 mois, la bataille de Verdun. C'est ici, sur ce terrain, que s'est joué le premier déclenchement de la bataille de Verdun, au Bois des Corps, qui veut dire dans patois meusien, noisetier. Ce Bois des Corps, c'est une petite bande de terrain qui couvre 1,2 km en gros de long sur 800 mètres de large. Sur cette petite portion de terrain, les chasseurs des 56e et 59e bataillons, sous les ordres du lieutenant-colonel Drian, vont résister 2 jours consécutifs aux assauts allemands en surnombre, non seulement en effectif, mais aussi en matériel. Alors, pourquoi Verdun? Verdun pour plusieurs raisons. Il faut savoir qu'en 1914, dès le déclenchement de la guerre, les Allemands, quand ils sont arrivés dans le secteur, ont évité Verdun, ils l'ont contourné. Pourquoi? Parce que c'était une place forte, très fortifiée, très armée. Verdun, les Allemands voulaient l'encercler. L'encerclement a été arrêté par le fort de Troyon, au sud de Verdun, ce qui veut dire que les Allemands n'ont jamais réussi à contourner Verdun. En revanche, au mois de février 1916, ça ne sera pas la même chanson. Bien, plusieurs raisons à cela. D'abord, la symbolique de Verdun. Alors Verdun est très connu au partage aussi de 843, le fameux traité de Verdun qui partagea l'empire de Charlemagne entre ses 3 petits-fils. La partie occidentale qui deviendra la France, la Francia Occidentalis, par Louis le Chauve, la Lotharingie, donc la bande centrale de l'empire de Charlemagne qui reviendra à Lothaire, et la bande de l'empire germanique, si vous voulez, qui reviendra à Louis le Germanique. Alors cette bande centrale, Verdun, on n'est pas la capitale bien sûr, mais est une principale ville. La Lotharingie sera, si vous voulez, dans les temps futurs, une petite partie de l'Allemagne avec la partie donc orientale de l'Empire germanique. Verdun est aussi un autre symbole puisque les Allemands, les Prussiens plutôt, en 1792, viendront, si vous voulez, essayer de rétablir la royauté en France avec la fameuse bataille de Valmy qui en découle. Mais avant d'accéder à la bataille de Valmy, les Prussiens vont passer à Verdun en 1792 et en feront le siège. Alors le colonel Beaurepaire, assiégé depuis quelques jours, en accord avec un comité de la municipalité de Verdun, décide de déclarer Verdun ville ouverte afin d'éviter beaucoup de pertes civiles inutiles et la destruction de Verdun par les bombardements incessants. Ensuite, on va se retrouver en 1870-1871 pour un nouveau siège de Verdun. Là, Verdun va résister et sera occupé finalement par les Allemands à l'issue jusqu'en janvier 1873. Ensuite, on retrouve bien sûr, mais là par un grand contournement des Allemands, Verdun qui résiste par la place fortifiée et la place lourdement armée. Ce qui nous amène aujourd'hui à dire que stratégiquement, en 1916, ce n'est plus le même cas. Pourquoi? Parce que dès le 5 août 1915, Raymond Poincaré, alors président de la République, va signer un décret. Le décret qui amènera le désarmement de la place forte de Verdun. Ça veut dire que ça deviendra une région simplement fortifiée qui englobera tout l'effort allant jusque Saint-Miel. Fort de ce constat, les généraux vont avoir donc les coudées franches et user de plusieurs initiatives, notamment le général Joffre, qui est le grand généralissime en chef des armées, qui lui fomente déjà, si on veut bien, un assaut sur la Somme.
Pour lancer un assaut sur la Somme, une nouvelle bataille sur la Somme, il va lui falloir de l'artillerie. Et l'artillerie, il va la trouver bien sûr à Verdun, en désarmant la place forte. Il faut savoir qu'à Verdun, à l'origine, est entouré de 19 forts, de 20 ouvrages, de 118 batteries, de 35 dépôts de munitions, de 185 km de voies ferrées reliant les forts les uns aux autres. Non seulement il va enlever les batteries lourdes des plateformes, mais il va aussi enlever les munitions. Ce qui veut dire que les forts de Verdun vont être simplement confiés à de la réserve, des territoriaux qui en auront finalement que l'entretien. Ça, bien sûr, ça vient aux oreilles des Allemands, par espionnage et ainsi de suite. Donc, Erich von Falkenhayn, commandé par le Kronprinz, le fils de Guillaume II, qui a son PC à Spincourt, demande à Erich von Falkenhayn, le grand généralissime en chef des armées allemandes sur ce secteur, d'établir un plan d'attaque sur Verdun. Verdun, il veut acculer les Français à défendre Verdun à tout prix, vu les symboles que j'ai déjà expliqués ultérieurement. Il sait que Verdun va être très défendu par la France. La France ne sera jamais tombée Verdun. Donc il va faire le nécessaire pour attaquer violemment Verdun afin de saigner, comme il l'a dit dans ses mémoires, à blanc l'armée française. Pour ce faire, il va la préparer, cette bataille. Il va s'y atteler dès l'automne. Même, je dirais, même dès l'été 1915, il va s'atteler à élaborer les plans d'attaque. Il va faire venir des renforts en artillerie, en effectifs, du matériel. Sur 14 voies ferrées qui viennent d'Allemagne, car l'Allemagne n'est pas loin d'ici, elle est en gros à 35 km à l'époque, sur les 14 voies ferrées, il va en faire construire 11, tellement il lui faudra de matériel. Les Français, malheureusement, ne disposent pas de cette organisation. Ils ont en tout et pour tout 3 lignes ferrées, de 3 voies ferrées, c'est-à-dire la voie ferrée ouest qui relie Chalon-sur-Marne à Verdun, qui elle est pratiquement interdite car elle est sous les tirs de l'artillerie allemande au secteur d'Aubréville. La voie ferrée qui relie donc Commercy à Verdun du côté sud est également pratiquement interdite et inutilisable vu que les Allemands occupent le saillant de Saint-Mihiel et interdit donc tout renfort de ce côté-là. Il ne reste plus qu'une petite voie, une voie métrique qui a été construite dans les années 1890, même 1885 pour être plus précis, qui va relier donc Bar-le-Duc à Verdun, avec un chemin à l'époque qui n'est pas tout à fait bien entretenu et qui deviendra la fameuse voie sacrée. Alors aussi, pourquoi encore Verdun? D'une manière, si vous voulez, politique interne, la situation allemande, il faut savoir qu'ils se battent sur 2 fronts. Le front ouest, donc en France principalement, et le front est sur la Russie. L'opinion allemande commence, disons, à trouver un peu le temps long. Ça fait déjà 19 mois que leurs soldats se battent et qu'ils ne voient pas encore beaucoup l'effet et qu'ils ne voient pas encore l'arrivée de la fin de la guerre. Donc ils vont presser Guillaume II de faire le nécessaire pour finalement que cette guerre s'arrête le plus vite possible. C'est pour ça qu'ils veulent faire aussi un grand coup. Ce grand coup, ils veulent le faire à Verdun pour les raisons que j'ai expliquées ultérieurement. Non seulement ils veulent faire ce grand coup-là, mais ils craignent aussi la conscription de l'Angleterre. Pour l'instant, l'Angleterre, c'est un corps expéditionnaire qui fait front avec les Français contre les Allemands. Et la conscription amènerait des millions de soldats supplémentaires. Donc ils veulent encore éviter ça. Une troisième raison, c'est aussi que les Allemands ont coulé au large de l'Irlande le 7 mai 1915 le paquebot Lusitania qui, parti de New York, se rendait à Liverpool. À son bord, il y avait quelques 200 Américains. Mais il n'y avait pas que des passagers à son bord. Pourquoi il a été coulé, ce paquebot? Tout simplement, soi-disant à l'insu de son commandant de bord,
mais ça, il y a des historiens qui n'ont pas tout à fait toujours la même version. Ils transportaient de l'armement et des munitions à l'insu des passagers. C'est pour ça que les services d'espionnage allemands, forts de ce constat, en rendant compte aux états-majors conséquents, appropriés, ont décidé de couler le paquebot au large des côtes d'Irlande en envoyant un sous-marin, un U-boat. Alors venons-en aux forces en présence dans ce secteur. Dans ce secteur qui va en gros de Brabant-sur-Meuse à Orne, un petit village qui se situe à une dizaine de kilomètres d'ici, les Allemands vont faire front avec 3 corps d'armée. Le 3e corps d'armée, qui sera du secteur de Brabant-sur-Meuse à environ à la lisière du Bois des Cors, le 18e corps d'armée qui prendra la totalité du Bois des Cors jusqu'à Herbebois, et le 7e corps d'armée allemand qui prendra de Herbebois aux Jumelles d'Orne. Ce qui suppose qu'il va y avoir aussi de l'artillerie conséquente. Les Allemands vont établir sur cette petite ligne de front, en gros, 870 canons d'artillerie de tout calibre. Je dis bien de tout calibre, qui va aller du 77 au 420. Ensuite, les Français, pour faire face à ça, eux, ils occupent une ligne de front qui va également de Brabant-sur-Meuse, à Orne, mais nettement moins importante en effectif. Ce sera la 72e division commandée par le général Basse qui fera face. Pour ce faire, il dispose de quoi? Il dispose du 362e et 351e régiment d'infanterie qui prennent en compte le secteur de Brabant-sur-Meuse. Il dispose du 165e régiment d'infanterie qui prennent en compte, eux, le secteur de Haumont-Samonieux. Il dispose du groupement de bataillons de chasseurs des 56e et 59e commandé par notre héros national, le lieutenant-colonel Drian, qui fait, lui, face aux Allemands dans le secteur du Bois des Cors où nous sommes ici. Et enfin, il dispose du 164e régiment d'infanterie qui défend Herbebois jusqu'à Orne. Ce secteur du front fait une saillie dans le dispositif allemand. Dans cette saillie, c'est le Bois des Cors qui est en avance, qui est en secteur avancé. Et c'est pour ça que les Allemands vont faire le forcing pour donner l'assaut sur le fameux Bois des Cors qui deviendra le symbole, la Sidi Ibrahim des chasseurs. Nous sommes donc maintenant le 21 février 1916, le premier jour de la bataille, du déclenchement de la bataille de Verdun. Il est 7h15. Un obus de 420 vient d'être tiré sur la cathédrale de Verdun, du moins sur le palais épiscopal. Il y en aura 5, il y en aura 10, 50, 100, 500, 1000. Le premier jour de la bataille de Verdun, c'est 1 250 000 obus qui vont tomber sur cette ligne de front. Non seulement sur cette ligne de front, mais sur les deuxièmes lignes de défense. Le Bois des Cors recevra, quant à lui, 80 000 obus. Quand on fait le compte, c'est en gros un obus toutes les 2 secondes qui va être tiré pendant 9 heures. En gros, de 7h15 à 16h. Ça va être un matraquage total. Le Bois des Cors va être retourné, labouré, déchiqueté. Les arbres inexistants, hachés au milieu des troncs. Le terrain va être bouleversé, les lignes de défense vont être entièrement détruites. Les tranchées retournées. Ça va être finalement un terrain que même les chasseurs ne vont pas reconnaître pour ceux qui vont réussir à s'en relever. À 16h, le bombardement cesse pour cette partie du secteur. Mais les Allemands vont allonger le tir et bombardent maintenant la deuxième ligne de front, ce qui va leur permettre de lancer l'offensive. Vu
les forces en présence, quand je vous ai annoncé tout à l'heure toutes les forces en présence françaises et allemandes, il faut savoir que les 1200 chasseurs ici présents vont se battre contre les 10 000 soldats allemands qui vont envahir le bois des Corps. À ces heures, avec tout ce bombardement, on ne sait pas vraiment exactement combien il y a encore de survivants. Toujours est-il qu'après les comptes rendus qui fusent au colonel Drian, il y aurait encore 400 chasseurs qui tiendraient les positions. Ces 400 chasseurs vont faire beaucoup de sacrifices. Ils vont se battre avec la hargne, avec le désespoir, avec, si vous voulez, l'envie d'en découdre. Ils ne vont pas se laisser faire, ils ne vont pas laisser tomber ce secteur. Il va y en coûter cher aux Allemands pendant l'assaut. Car les Allemands ne croient pas voir des chasseurs se relever et utiliser leurs armes. Alors, pour donner l'assaut, les Allemands marchent pratiquement l'arme à la bretelle. Ils ne s'attendent pas à voir de la résistance, tellement que le bombardement a été intensif. Pour eux, il ne devrait plus y avoir, disons, âme qui vive, tellement tout est détruit. Les tranchées labourées, retournées, les arbres couchés. On ne voit que trou d'obus sur trou d'obus. Et pourtant, les chasseurs sont là, ils vont résister. Ils vont résister tant bien que mal, bien sûr, mais ils ne vont pas se laisser faire. Ils ont la hargne de défendre leur terre. Et cette terre, elle sera âprement défendue. On va parler de la résistance de quelques hommes. Par exemple, le sergent Legrand, qui, avec encore 6 rescapés, continue à faire front aux Allemands. Le sergent Léger, idem, dans une autre tranchée, qui fait aussi héroïque. Les frères Hutin, les caporaux Hutin et le sergent Hutin. Donc le dernier deviendra plus tard, dans sa vie, finalement, directeur du journal Ouest-France. Un rescapé du bois des Corps. On peut parler du sergent Havet, qui, perdu dans ses lignes, mettra la nuit complète pour retrouver ses camarades des 56e bataillon de chasseurs. On peut parler des compagnies Simon, on peut parler des compagnies Robin, Séguin, on peut parler du chef de bataillon Renouard et bien sûr du colonel Drian. Tous ces gens-là résistent car ils ne veulent pas que les Allemands puissent franchir ce périmètre qui leur est cher. Ils défendent ici la France, ils défendent la terre de France. C'est ce qu'avait dit le colonel Drian dans son ordre de jour du 20 janvier. Bien. Donc nous entrons dans le PC du colonel Drian. C'est là qu'il œuvrait, c'est là qu'il préparait ses hommes, qu'il préparait ses ordres avec son petit état-major qui se situait dans cette aile du bâtiment. Et c'est là que le 20 janvier, il a écrit son fameux ordre du jour. Drian était un visionnaire. Lorsqu'il a été affecté dans ce secteur au bois des Corps, il savait pertinemment ce qui allait se passer. Malgré les avertissements incessants et répétés qu'il faisait aux états-majors, il a toujours eu une sourde oreille à son encontre. C'est bien dommage, puisqu'il aurait peut-être pu éviter des massacres inutiles, si les défenses avaient été mieux appropriées, et surtout s'il y avait eu l'artillerie assez conséquente pour répondre donc à l'offensive allemande. Alors dans son ordre du jour, qui date du 20 janvier, je voudrais vous le lire. L'heure est venue pour les gradés et les chasseurs des 2 bataillons de se préparer à l'action et pour chacun de réfléchir au rôle qui va lui incomber. Il faut qu'à tous les échelons, on soit pénétré que dans une lutte aussi morcelée que celle qui s'apprête, nul ne doit se retrancher derrière l'absence d'ordre pour rester inerte. Multiples seront les interruptions de communication. Fréquentes les occasions où des portions d'effectifs se retrouveront livrées à elles-mêmes.
Résister, arrêter l'ennemi par tous les moyens doit être la pensée dominante de tous. Les chasseurs se rappelleront surtout que dans les combats auxquels ils ont assisté depuis 17 mois, ils n'ont laissé entre les mains de l'ennemi d'autres prisonniers que les blessés. Les chasseurs ne se rendent pas. Alors cet ordre du jour du 20 janvier, il l'a envoyé aussi à son épouse pour lui annoncer que finalement, le pire allait arriver.